Donc, je vais inviter pour cette table ronde sur un monde nouveau, quelle adéquation des compétences, Charlotte Vassant, chef d'exploitation, Muriel Mahé, chargée de mission du Centre d'études et prospectives, Jean-Marie Marx, qui est membre du CGAER, et Hervé Pillot, qui est un auteur et conférencier connu dans notre secteur et qui a participé à notre groupe de travail. Donc, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui sont présents dans la salle et à distance. Le fil rouge de cette première table ronde, c'est vraiment le problème des compétences. Je pense qu'on parle beaucoup de compétences, simplement il faut définir ce que recouvre ce terme, un petit peu ce terme valise. C'est l'aptitude ou les capacités qui résultent d'un savoir ou d'une expérience. Et les recruteurs, en général, quand ils parlent de compétences professionnelles, parlent d'une combinaison entre le savoir-être et le savoir-faire. Et donc, on va parler de ce savoir-faire, mais aussi, dans les conditions sociales de l'agriculture, des conditions dans lesquelles, effectivement, l'attractivité est une question essentielle. Ma première question, déflorée par Gabriel Dufour, s'adresse à Muriel en ce qui concerne l'état des lieux du capital humain, dans la mesure où le recensement a permis effectivement d'apporter un certain nombre de chiffres, mais au-delà de ces chiffres, je crois qu'il faut tirer un certain nombre de leçons de ce recensement de l'agriculture 2020, et je vais laisser Muriel nous indiquer effectivement quels sont les grands traits de cette évolution et qui permettent de définir ce nouveau monde. Alors, je vais en fait compléter les informations qui viennent d'être données, peut-être pas pour des données qui n'ont pas été, qui sont moins jusqu'ici diffusées, qui sont effectivement au-delà des chiffres du recensement agricole. À l'intérieur du recensement agricole, on a un certain nombre d'informations beaucoup plus détaillées, évidemment, notamment par taille d'exploitation ou par type d'exploitation. Je ne vais pas rentrer dans un détail trop important, simplement pour revenir par exemple sur la question du renouvellement des générations. Donc on a fait effectivement identifier qu'un quart des chefs d'exploitation avaient plus de 60 ans et allaient donc probablement devoir s'arrêter dans les années prochaines. Mais en fait, la plupart, un tiers d'entre eux, ne connaît pas le devenir de son exploitation. Donc ça reste quand même important. Parmi également dans ceux qui savent, un quart envisage une reprise par un successeur familial. À l'intérieur de ceux qui envisagent une reprise, il y en a aussi effectivement 1 sur 5 qui va confier son exploitation à un repreneur non familial. Ce qui est important effectivement de voir aussi une certaine diversité progressive des personnes qui reprennent. Je ne reviendrai pas sur les femmes, sauf peut-être pour repréciser qu'effectivement, parmi celles qui sont installées depuis 2010, on a 32% de femmes parmi les chefs d'exploitation installés depuis 2010, mais cela reste une dynamique fragile, parce qu'en fait, on ne sait pas quel est l'impact de la transparence des GAEC, sur donc la possibilité des GAEC familiaux, entre époux notamment, qui est intervenue dans la période entre 2010 et 2020. Donc effectivement, une partie de ces femmes sont aussi des femmes qui étaient déjà présentes sur l'exploitation et qui sont passées ont changé de statut tout simplement, sont devenues co-exploitantes. Alors en formation, si on reprend sur la formation, effectivement, Bénédicte a expliqué que la proportion des exploitants qui avaient le bac ou plus était de 55% en 2020, soit 17 points de plus quand même par rapport à 2010, ce qui est quand même satisfaisant. Et la part du diplômé du supérieur progresse de 10 points à 17%. Mais parmi ceux qui sont installés récemment, donc depuis 2010, la proportion de bacheliers atteint 74%, et 80% pour les installer hors du cadre familial. Donc, pour ceux qui ne sont pas des repreneurs familiaux, on a des gens encore plus diplômés, souvent.
Et les diplômés du supérieur sont nombreux, effectivement, dans cette génération, dans ces nouveaux agriculteurs, ces récents agriculteurs. Peu de mal à dire jeunes, parce qu'ils ne sont pas forcément tous jeunes. Et les diplômés du supérieur, ils sont plus nombreux, ils sont 44% à avoir un diplôme du supérieur. Mais ce que la photo ne cache parfois, c'est que nous avons 10% des chefs d'exploitation qui ont un niveau d'éducation qui est inférieur au premier cycle du secondaire. Et que parmi les installés récents, ce qui est peut-être plus inquiétant, la proportion atteint encore 6,5%. Donc ils n'ont pas atteint la fin du collège. Pour donner un petit peu ce que ça veut dire. Et si on prend en compte ceux qui ont atteint le niveau du brevet des collèges, des BEP et des CAP, la part s'établit à 46% pour l'ensemble des agriculteurs et à 26% pour l'ensemble des installés récents. Donc un quart des installés récents n'a pas plus n'a pas en fait la capacité agricole, tout simplement. Donc sur les tiers et un tiers donc, des exploitants installés récemment ou non n'a aucune formation agricole. Et la proportion approche 40% parmi ceux qui se sont installés dans le cadre familial. Encore un élément, donc la prévalence de la formation générale s'accroît nettement puisque près de la moitié des installés récents ont un bac ou plus de l'enseignement général, contre 33% en moyenne pour l'ensemble des chefs d'exploitation. Donc ils étaient beaucoup plus souvent issus de l'enseignement agricole qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et en 2020, environ 15% des chefs d'exploitation et co-exploitants ont déclaré avoir suivi une formation dans les 12 mois qui ont précédé l'enquête. 15%, c'est très en dessous des autres secteurs effectivement d'activité. Et les installés récents, par contre, sont plus nombreux à avoir bénéficié d'une formation. Et c'est un élément aussi, ils sont plus formés à la base, ils sont plus éduqués à la base et donc accèdent plus facilement à la formation. 19% parmi les installés récents, et quand ils se sont installés hors du cadre familial, ils sont 21% à avoir suivi une formation. Alors on rappelle que 2020 est quand même une année un peu spécifique. Effectivement, alors on ne demandait pas forcément des formations en présentiel, ça peut être des formations à distance, mais par contre ce sont des formations de 2 jours, au minimum. C'est-à-dire qu'effectivement, ce ne sont pas des formations d'adaptation ou obligatoires dans le cadre de l'activité agricole qui peuvent être sur les certificats ou autres. En emploi, si on est en global, parce qu'effectivement, pour terminer, le volume total d'emploi s'est réduit de 11% en 10 ans. Et l'emploi salarié permanent familial, on a dit, avait progressé, mais c'est un quart du travail réalisé aujourd'hui, principalement dans les exploitations maraîchage, viticulture et arboriculture. Et l'implication des actifs, ça aussi, c'est un point important et croissante. C'est-à-dire que 68% des exploitants, ce qui n'était pas le cas, autant, c'est plus 7 points, se déclarent à temps plein. Et la proportion des autres membres de la famille qui sont aussi actifs sur les exploitations, à taux plein, augmente aussi de 16 points. Il passe à 35%. Et les salariés à temps plein sont toujours à 65%. 65% en fait, des salariés permanents sont à temps plein. Et ça, c'est une proportion qui est stable en fait, dans le temps. Enfin, la moitié des exploitations a recours à la sous-traitance. Et le nombre d'ETP qui est apporté par les prestataires, donc ça veut dire que ça, qui progresse fortement, puisque ce nombre d'ETP a augmenté de 40% en 10 ans. Et c'est environ 15 000 ETP sur l'ensemble, effectivement, qu'on a dit, des 660 000 ETP. Merci Muriel pour cet éclairage sur le recensement qui a été présenté tout à l'heure par Gabriel. Je voudrais justement sur ce dernier point qui est, je crois, dans le radar du recensement agricole, mais pour lequel nous n'avons pas eu toutes les données, elles ne sont pas encore toutes disponibles, nous interroger sur les nouvelles formes de travail en agriculture. Et je pense que Jean-Marie peut compléter effectivement ce tableau sur la partie effectivement non visible au niveau de l'exploitation, qui est effectivement l'ensemble de mise en œuvre d'entreprises qui travaillent dans l'écosystème des exploitations agricoles. Jean-Marie. Oui, merci. Merci pour les présentations d'ailleurs qui ont eu lieu et votre intervention, Muriel.
moi, ce que j'apprécie, c'est, je crois qu'il faut voir le sujet, effectivement, de la main-d'œuvre agricole, exploitant et non exploitant, donc salariés d'exploitation et salariés des structures qui interviennent, de manière globale. Je pense que c'est extrêmement important. D'ailleurs, le moins 11% au global, finalement, c'est pas tellement étonnant sur 10 ans, parce qu'il y a des efforts de productivité, il y a des exploitations qui s'agrandissent en taille. Donc, bien évidemment, il faut peut-être moins de main-d'œuvre aussi aujourd'hui qu'il y a effectivement 10 ans ou 20 ans, bien évidemment, mais on pourra y revenir. Ce qui me paraît également important, donc bien sûr, on s'inscrit dans un mouvement de diminution du nombre d'exploitations et du nombre d'exploitants et de main-d'œuvre familiale. En ETP, quand même, on a une forte diminution des non-salariés agricoles, non exploitants. Je pense notamment aux aides familiaux, c'est assez net sur ces 10 dernières années, avec tout de même les mouvements que vous avez évoqués, c'est-à-dire plus de temps plein, ça aussi c'est important. Pour les salariés, on l'a vu, l'élément qui est le plus frappant, c'est l'augmentation finalement des ETP qui se trouvent dans les interventions externes. Externes ou internes, parce que j'ai tendance à agglomérer tout ce qui est tiers employeur avec la prestation. Même si les tiers employeurs sont, pour l'essentiel, construits par effectivement des exploitants. Je pense bien évidemment au CUMA, je pense surtout au groupement d'employeurs, où là on a des évolutions extrêmement fortes sur les 10 ans qui viennent de s'écouler. Les groupements d'employeurs, par exemple, on est sur des chiffres autour de 70% d'augmentation des ETP. Alors on part peut-être de plus bas, bien évidemment, mais c'est un mouvement effectivement intéressant parce que c'est une forme collective aussi d'organisation et d'intervention en agriculture. Plus net sur les groupements que sur les CUMA, encore que les CUMA ces derniers temps reprennent un peu des vigueurs, notamment avec la possibilité de s'ériger d'ailleurs, y compris en groupement d'employeurs, avec des dispositions récentes. Et puis, bien évidemment, une augmentation très forte de l'entrepreneuriat. Ça, c'est bien sûr, c'est net, jusqu'à la délégation intégrale. Je pense qu'on y reviendra, qui compte pas beaucoup en ETP aujourd'hui, mais quand même, effectivement, le recours à la prestation est très fréquent. Et puis, un mouvement qui sont en dehors des radars, j'allais dire, un peu agricoles, c'est la présence aujourd'hui de l'intérim. Alors, certes, encore un peu marginal, mais une forte augmentation, on est quasiment sur des doublements. Alors on part de très bas, mais on voit bien que plus on a besoin de compétences précises, techniques, plus effectivement l'intérim peut effectivement donc avoir là des sources effectivement de contrats. C'est vrai dans certains domaines d'activité, c'est vrai dans certaines régions. Ça reste très marginal parce que l'intérim n'a pas une forte connaissance du monde agricole. Et puis bien évidemment, il y a le coût de l'intérim. Mais bon, il y a des exploitants qui ont recours effectivement à l'intérim. Donc c'est à regarder de près en termes d'évolution parce que là, on est en dehors effectivement du milieu agricole. Juste pour finir, peut-être, à moins qu'on y revienne tout à l'heure, ce qui me paraît important, donc il y a ce sujet de renouvellement de génération. C'est très net pour les exploitants, bien évidemment, je ne reviens pas dessus dans les détails, mais aussi pour les salariés, même s'il y a un décalage. Vous avez vu sur la pyramide, dans le dossier qui nous a été remis, la pyramide d'âge des salariés est quand même décalée vers les 30-40 ans, alors que les exploitants, on est sur du 50 ans et plus. On a donc ce sujet de renouvellement de génération à un moment où le marché du travail est quand même extrêmement tendu. Et il est extrêmement tendu pour le milieu agricole. Parce qu'effectivement, le taux de chômage aujourd'hui, on est à 7 points, 7,3, c'est très faible, même s'il y a des objectifs de plein emploi encore plus ambitieux, bien évidemment. Donc on peut s'attendre encore à des complications dans les années, effectivement, dans les 10 ans qui viennent. Mais surtout, il est encore plus important, ce sujet, dès qu'on est en milieu rural, parce que là, effectivement, dans tous les bassins d'emploi ruraux, on est entre 3 et 4 points de chômage, 3 et 4 points de chômage, voire en dessous. Et puis, bien évidemment, le vivier agricole est en forte diminution. Bien sûr, des enfants d'agriculteurs, c'est logique, mais au-delà des enfants d'agriculteurs, les attaches rurales agricoles sont aussi effectivement en forte diminution depuis 10 ans. Ce qui fait que le problème de l'attractivité, l'effort à faire pour parler effectivement de ce monde agricole devient de plus en plus important parce que le vivier, il est d'abord urbain. La main-d'œuvre se trouve en ville. Alors on le voit dans quelques mouvements effectivement
qu'on observe aujourd'hui en termes d'installation, avec effectivement des personnes qui viennent du milieu urbain, d'autres origines. On le voit dans les parcours d'installation, dans les candidats à l'installation, les non issus du milieu agricole. Aujourd'hui, c'est quasiment la moitié de ceux qui engagent effectivement des process. On le voit dans les formations. Hein, les enfants d'agriculteurs ne représentent que 11 ou 12% de l'enseignement agricole au global. Donc, on voit bien que ce mouvement s'épuise. Et donc, moi, j'attire votre attention sur le fait qu'effectivement, il faut convaincre, il faut aller chercher de la main-d'œuvre qui est plus éloignée en termes de culture, en termes de sensibilité du milieu agricole, et qu'il faut amener petit à petit à culturer, si je puis dire, au monde rural, au monde agricole, et en même temps, pour la culturer, il faut que le monde rural et agricole se transforme, aussi de façon à mieux les accueillir. Voilà, c'est pas simple, mais je suis vraiment convaincu que c'est un défi extrêmement important à relever, parce que la concurrence en termes d'accès à la main-d'œuvre en milieu rural sera de plus en plus forte dans les années qui viennent. Et donc, voilà, il faut donner une image positive de ce milieu pour attirer effectivement davantage effectivement de candidatures. Alors, merci Jean-Marie de cet état des lieux qui complète ce que Muriel nous a présenté. Moi, j'aimerais avoir les réactions de Charlotte, chef d'exploitation, au parcours atypique. Je pense que je vais lui laisser peut-être dire quel est son parcours atypique d'abord pour commenter cet état des lieux, et je poserai la même question à Hervé ensuite. Voilà. Donc Charlotte Vassan, moi je suis agricultrice dans l'Aisne, près de Saint-Quentin. Je suis en système polyculture, donc avec 9 cultures différentes. Je suis d'abord de formation ingénieur en mécanique. J'ai fait 15 ans dans l'industrie métallurgique, aussi bien dans des PME en France comme à l'étranger, jusqu'au Mozambique, et où j'étais chef de projet jusqu'à du management d'atelier, à encadrer 120 personnes, et j'ai fini commercial export. Voilà pour l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai pas mal d'expériences extérieures. Je pensais que j'allais... et donc mes parents m'ont poussé donc, à faire une formation différente de la formation agricole en disant « tu auras toujours le temps de revenir sur l'exploitation plus tard ». Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai abandonné cette idée en troisième et je me suis orientée vers la mécanique. De là, les opportunités de la vie ont fait que l'exploitation s'est présentée à moi. J'ai 3 autres sœurs et ils m'ont dit Charlotte, au début on devait faire une société et être tous dedans et sous-traiter l'ensemble. Et puis en fin de compte ils ont dit non Charlotte, vas-y, tu es la seule à reprendre. Donc je me suis lancée dans l'aventure en tant que double actif. Donc pour une question de plus-value, donc on a fait en 2005 l'installation, donc j'avais 30 ans. De là, j'ai mon père continuait à l'exploitation et moi je revenais juste pour les chantiers de récolte de céréales où je prenais mes congés et de pommes de terre fécules ainsi que de betteraves. Voilà. Et le reste du temps, je faisais tout ce qui est paperasse, organisation, gestion. Et après, donc, je me suis installée donc, sans diplôme agricole, uniquement sur la partie dont mes parents étaient propriétaires, avec à ce temps-là, comme les prix des matières premières n'étaient pas très élevés, sur tout ce qui était culture à forte valeur ajoutée. De là, j'ai repris, donc j'ai continué mon job et en tant que double actif jusqu'en 2011. Et en 2009, en fait, mon père a arrêté et je continuais à manager mon entreprise avec un salarié. Et de là, je me suis dit qu'il va falloir s'organiser. Moi, je voulais pas changer de tracteur une fois tous les 10 ans, et il n'y avait pas la place non plus pour avoir 2 personnes à temps complet. Et puis après, j'ai mis le doigt dans l'engrenage quand j'ai été licencié économique. Et de là, j'ai investi avec un autre partenaire pour lequel on a fait une année à blanc avec le matériel qu'on avait ensemble. Et puis de là, on a investi à hauteur moi de 40% et lui 60%. Et dans l'ensemble des matériels, j'ai mis en place, donc j'ai eu l'opportunité de décrocher un contrat avec Bonduel sur les potirons, potimarrons. Et après, je me suis lancée dans l'irrigation. Donc j'ai monté l'irrigation en 2015.
Et ce qui m'a permis d'être moins en difficulté en 2016, où on a eu des mauvaises récoltes en 2016. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, on a évolué. Et puis j'ai donc passé de 4 à 5 cultures à 9 cultures aujourd'hui sur l'exploitation. Merci Charlotte, parce que ton parcours, effectivement, illustre parfaitement cette évolution d'un nouveau monde. Et je pense que ce parcours de vie, en quelque sorte, c'est celui que les statistiques ont parfois du mal à repérer globalement par des interrogatoires, par des questionnaires qui souvent ne voient pas la patte humaine importante dans les parcours de vie. Alors Hervé, là-dessus, tu as aussi une vision concernant cet état des lieux et l'évolution de l'agriculture vue de Vendée. C'est bien de dire vue de Vendée. Alors, pour partir aussi peut-être aussi de mon expérience personnelle, parce que j'ai été agriculteur, je ne l'ai pas dit, c'est jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Mon successeur n'est pas un de mes fils. Quand je m'étais intéressé par le métier, ils sont partis faire autre chose. Par contre, ils ont voulu que ce soit leur meilleur copain qui prenne la ferme. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais enfin c'est un fait. Et il l'a pris dans une. Nous on avait une exploitation laitière, il a une exploitation céréalière, et c'est un vrai projet qui s'est construit. Ça, je vais y revenir. Deuxième chose que je voudrais dire, lundi dernier, j'étais l'association Cofarming, qui est une des associations de start-up, fait le Cofarming Tour. Ils étaient en Vendée, dans une exploitation, et un jeune qui est salarié, qui est connu sur les réseaux, qui s'appelle Valentin Verber, qui est salarié dans cette exploitation, dit je suis content d'être là, je suis dans un métier que j'aime, et on est bien payé. Ça, c'est la première fois que je l'entends. Qu'un salarié agricole dans l'exploitation dise j'aime mon projet et je suis bien payé. On a du boulot. Dimanche soir, j'ai une vache qui avait à 8 heures, t'es pas question de débaucher. On a ce qui vient derrière. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de positif et qu'il faut qu'on sache dire quand paysans ont l'habitude et puis la réputation de se plaindre. Tout le monde le sait, donc on va continuer un peu quand même. Mais malgré tout, il faut, si on veut donner envie, c'est avec des choses positives qu'on y arrivera. Troisième chose que je veux dire, c'est la semaine dernière, on avait à Vendée, Yves y était, notre salon Tech Élevage, où associé avec les JA, on a un certain nombre de choses, dont un apéro Farm Datine. Et j'ai réussi à les faire évoluer depuis quelques années à quelque chose que j'avais à cœur, que cet apéro Farm Datine, ce soit plus des jeunes qui viennent pour reprendre une exploitation, que ce soit des jeunes qui viennent pitcher, présenter un projet devant des cédants qui potentiellement ont un outil à reprendre. Donc je pense qu'il faut qu'on passe d'un mode reprise à un mode projet. Je pense que enfin c'est au moins comme ça je le vois, je crois que l'avenir se dessinera de cette façon-là. Et une chose est sûre, c'est que ce que je vois qui réussit autour de moi est toujours en mode projet, jamais en mode reprise. Alors, je pense que sur ce constat et en même temps ce grand défi de passer à des projets, on s'aperçoit que finalement l'ensemble de la production agricole et les entreprises qui représentent cette production agricole ressemblent maintenant d'une manière étonnante à des entreprises comme les autres. Et je pense que sur ce point de décloisonnement, je dirais, de l'activité, de perte de spécificité, je pense que effectivement, les expériences que vous avez présentées les uns et les autres sont intéressantes. Charlotte, est-ce que ce décloisonnement, du fait de l'expérience vécue en milieu industriel, donc dans un autre monde, finalement, fait que l'exploitation agricole et la production agricole ressemblent en termes de gestion à une autre activité avec toutes les contraintes effectivement que l'on peut avoir en termes de gestion personnelle, en termes de management en général, mais aussi d'organisation du travail. Oui, on le constate que entre l'entreprise industrielle et l'entreprise agricole, il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, il faut appliquer les mêmes méthodes, être attractif pour pouvoir recruter, donc, et trouver la population qui puisse rentrer dans notre entreprise assez facilement. Jusqu'à présent, j'avais embauché que des hommes, donc j'avais pas de souci. Dernièrement, j'ai embauché une fille apprentie.
Et je me suis rendu compte que j'avais pas de vestiaire pour femmes. Donc venant de ma part, c'était pas terrible. Mais donc on progresse. Mais aujourd'hui, c'est impératif qu'on arrive à être attractif pour trouver de la main-d'œuvre et pouvoir demain, parce que c'est un facteur limitant dans pas mal de fermes, de ne pas trouver de main-d'œuvre. Et c'est aujourd'hui bloquant dans pas mal de situations, d'où le recours parfois aux entreprises de travaux agricoles pour pouvoir pallier à ce manque de main-d'œuvre à l'instant T. Mais des fois, on se retrouve franchement sans main-d'œuvre pour pouvoir faire un chantier, et c'est bien dommage. Jean-Marie, est-ce que sur ce point du décloisonnement, c'est-à-dire la création de ces entreprises et de ces entités qui gravitent autour des exploitations agricoles et qui complètent le travail, est-ce que effectivement ce décloisonnement est véritablement très sensible, et quelle est l'ampleur de ce mouvement ? Oui, c'est un mouvement important. On a parlé un peu du marché tout à l'heure tel qu'il se présente. Et dans ce qui a été dit là en introduction sur les compétences qui finalement sont recherchées, c'est-à-dire on a parlé effectivement du capital humain, des problèmes de management. C'était un premier groupe de compétences qui ressemblait fortement en termes de compétences à ce qu'on trouve dans le milieu de l'entreprise, de l'industrie ou autre, PME plutôt, bien évidemment, TPE, PME, pas la grande entreprise. Et puis effectivement, on voit bien aussi toute l'emprise des technologies, que ce soit effectivement la mécanisation, l'automatisation. Voilà, tous ces éléments-là, on va les retrouver ailleurs. D'ailleurs, ces deux sujets ne sont pas spécifiques du monde agricole, au passage. On les retrouve dans tous les secteurs d'activité. Vous avez dans le BTP les problèmes de recrutement, de sourcing, de management. Ils sont assez comparables finalement à ce qui existe effectivement dans le milieu agricole. Et puis bien sûr, il y a aussi des spécificités. Je n'insiste pas en termes d'agronomie et autres. Mais j'allais dire, finalement, l'exploitant, il se retrouve quand même dans un monde plus complexe, dans une sorte d'écosystème qu'il s'agit de maîtriser. Donc un des sujets pour l'exploitant, c'est bien la maîtrise de cet ensemble. Voilà, de pouvoir passer des contrats et de savoir aussi recruter. Donc ça suppose des modalités d'organisation que chaque exploitant ne pourra pas maîtriser toutes ses compétences. Il faut qu'il y ait une base solide, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais en même temps, j'allais dire, il faut qu'il s'ouvre encore davantage, sans doute, que par le passé, à des tiers, à des prestations, à de l'appui externe. Alors, les bases existent, c'est pas nouveau dans le monde agricole. Par contre, effectivement, ça va aller en se renforçant, en se complexifiant des fois. Et donc, c'est cet aspect-là qui me semble aussi intéressant en termes d'évolution des compétences des exploitants. Muriel, est-ce que dans les éléments qui ne sont pas encore publics du recensement agricole, on a des pistes importantes en ce qui concerne effectivement ce décloisonnement, c'est-à-dire la perception de l'activité structurée par des entreprises, au sens le plus strict du terme? Mais on a des éléments, dans les éléments qui sont déjà publiés, oui. Puisqu'en fait, effectivement, les structures sociétaires, tout simplement, et les formes entrepreneuriales, et aussi les financements. C'est-à-dire qu'effectivement, l'entrée de financement autre que strictement agricole, c'est-à-dire dans le support de la production agricole, de l'activité de production, interviennent beaucoup plus d'intervenants hors milieu agricole. Donc ça, c'est effectivement tout un mouvement qui se poursuit, qui était déjà entamé, mais qui s'accélère peut-être aussi un petit peu, d'une part parce que les exploitations sont de plus en plus grandes, on l'a vu, et d'ailleurs, ce sont celles-là qui sont les plus, aujourd'hui, pour lesquelles il existe des projets. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des vrais projets de reprise sur ces grandes exploitations, plus que sur les petites exploitations, où là, c'est plus compliqué. Il y a aussi donc, le fait de faire intervenir des professionnels, des entreprises spécialisées, qu'elles soient organisées par les agriculteurs ou sous forme totalement privée, c'est aussi une manière de professionnaliser l'ensemble des intervenants. C'est-à-dire qu'effectivement, on spécialise.
In fine, l'agriculteur va être la personne la plus polyvalente qui va rester sur l'ensemble des exploitations, puisqu'il va faire, et lui fait déjà aussi appel, alors ça fait longtemps aussi que l'agriculteur fait appel à des entreprises. Je pense par exemple à sa comptabilité, je pense à un certain nombre de... Donc les exploitations agricoles, comme beaucoup de TPE, de patrons de TPE ou autres, font appel à des compétences externes à leur propre cœur de métier. Effectivement. Alors après, on peut s'interroger d'ailleurs sur la partie stratégique, c'est-à-dire le côté stratégique de quelle est la compétence que l'on va déléguer à l'extérieur, à un tiers. Est-ce que dans une entreprise, et là, dire pour les gens qui ont une expérience d'entreprise, est-ce que c'est la fonction financière et économique qu'on délègue? Ou est-ce que c'est la fonction maintenance? Donc en gros, pour l'instant, l'agriculture a plutôt délégué, ou plutôt reporté vers l'extérieur, la fonction économique et de gestion. Peut-être qu'elle devrait se réapproprier cette fonction économique et de gestion et plutôt déléguer tout ce qui est un certain nombre d'activités qui ne nécessitent pas, qui n'engagent pas la stratégie de l'entreprise et garder la maîtrise de sa stratégie. Merci Muriel, parce que je pense que c'est une transition parfaite à la question que je voulais vous poser collectivement. C'est effectivement par rapport à ces multiples formes maintenant que prend la production agricole, quelles sont les compétences qui sont requises? Et donc, comment s'organisent ces compétences entre l'exploitation, l'entreprise agricole, et puis l'ensemble des entreprises pour lesquelles il y a délégation? Et je pense que Charlotte est la mieux placée pour nous en parler tout de suite. Donc, vous l'aurez compris, moi, en agronomie, j'ai moins de connaissances. Donc, je délègue cette compétence-là à un CETA, c'est un centre d'études pour lequel on s'achète avec une soixantaine d'agriculteurs, un ingénieur agro pour lequel il va faire des essais pour nous et pour nos entreprises du secteur, ce qui nous apporte la compétence et l'amélioration continue qu'on pourrait avoir chaque année et ce qui nous fait progresser. Et par exemple, vous avez parlé aussi de la comptabilité. Aujourd'hui, bon, la saisie en elle-même, elle n'a pas besoin d'être aujourd'hui. Voilà, on pense qu'avec la numérisation qui va arriver d'ici janvier de la facture obligatoire numérisée, ça va nous faire progresser. Et ce qu'il faut qu'on se réapproprie, au vu des aléas qu'on subit très rapidement par rapport à ce qu'on pouvait subir dans les années antérieures, avec le fait de faire qu'une récolte par an et les aléas qu'on a climatiques, font qu'on est obligé maintenant d'avoir une comptabilité qu'on suit plus particulièrement et plus rapidement qu'on ne pouvait le faire en une année. Ça suffisait de faire un constat annuel, quoi. Donc ça, la réappropriation de l'économie de cette entreprise, de notre entreprise, elle devient obligatoire et je pense qu'elle ne pourra plus être sous-traitée comme elle l'était auparavant, parce qu'on pouvait quasiment manager au doigt mouillé sans difficulté l'année complète. Hein. Voilà. Après, je pense que, comme à défaut des autres entreprises industrielles qui ont des toits, nous, on a quand même la problématique du climat. Et pour lequel nos résultats dépendent. Et il faut qu'on arrive à avoir cette acquisition de données, mais je pense que ça se fera l'objet de la table ronde d'après, pour lequel moi j'apprends sur le tas. Et pour lequel on a encore des trous dans la raquette, notamment dans l'utilisation des outils d'aide à la décision. Et dans l'avenir, je pense qu'on pourra continuer à progresser si demain on est capable, avec la formation qu'on a ou qu'on va acquérir au cours du temps, à progresser dans cette utilisation des outils d'aide à la décision qui sont mis à notre disposition pour comprendre comment ils ont été faits et comment on peut mieux les utiliser chez nous
parce que ça va progresser. Et puis après, le besoin de compétences qu'on a aujourd'hui, c'est aujourd'hui on va avoir des nouvelles machines qui vont arriver, des robots, et il faudra être capable de les mettre au point sur place, parce qu'aujourd'hui vous achetez une machine, vous achetez la formation au départ, et puis après vous êtes tout seul face à votre nouvelle machine. Donc il faut être en mesure de l'adapter à l'utilisation que vous en ferez dans les champs ou bien en élevage, etc. Voilà. Hervé, par rapport aux éstablières, puisque tu en es responsable en Vendée, est-ce que tu peux nous indiquer effectivement comment tu vois, toi, les compétences qui sont requises par l'ensemble des entreprises qui travaillent dans le secteur agricole? Alors je pense je voudrais bien revenir un petit peu sur la notion d'entreprise. Parce que des entreprises agricoles, des entreprises comme les autres, oui, mais quelle entreprise comme les autres? Si c'est regarder les entreprises telles qu'elles sont maintenant, qu'elles étaient hier, je pense qu'on va faire une erreur qu'on fait déjà depuis un moment. Parce que le développement de l'agriculture, c'est pas fait au même rythme et sur le même modèle que des entreprises dans d'autres secteurs. Et on ne cesse depuis 20, 30, même 40 ans de courir après un modèle, et on y arrive à ce modèle-là quand il passe à un autre. Et je pense qu'il faudrait qu'on évite ce coup-là de le faire, parce que si on ne le fait pas ce coup-là, ça sera le coup de trop. Pourquoi? Parce que le monde de l'entreprise, dans son ensemble, est en train de vivre une révolution sans précédent. Pas de deuxième, troisième, quatrième, je pense qu'on faut remonter au moins, je te l'ai dit hier en préparant, au moins à la Renaissance pour trouver les bouleversements qui s'apprêtent à vivre, qu'on peut pas définir. On pourra les définir en fin de cycle, quand probablement pas nous, mais nos descendants pourront savoir ce qui s'est fait. Il y a un point qui est en train de... Et c'est une vraie chance pour l'agriculture, quelque part, parce que toutes les entreprises sont en train de parler de ESG. Environnement, approche sociale, je vais revenir sur celle-là, l'environnement, on la laissera pour la table ronde d'après, et la gouvernance. Je pense qu'un chef d'entreprise agricole de demain sera d'abord un manager d'une équipe, manager de ses tiers, de son amont, de son aval. Ce qu'on n'est pas actuellement. On est plus dépendant de notre amont et de notre aval que de le manager nous-mêmes. Et puis de savoir aussi avec son entourage, on parle de salariats, on parle de collaborateurs, c'est essentiel qu'ils soient impliqués dans la gouvernance de l'entreprise. Quelqu'un qui aura des salariés demain d'une exploitation d'école qui leur dira toi tu fais ça, toi tu fais ça, et ils se contentent de ça, tu réfléchis pas, tu fais, il va dans le mur. Donc il y a un vrai besoin je pense, de faire évoluer ça. Et franchement, pour le moment, c'est pas encore rentré dans les mœurs, dans les préparations à l'installation et tout ça. On y vient un peu parce qu'on voit un petit peu dans les parcours la notion de coaching qui arrive, et c'est, je pense, plutôt bien. Alors maintenant, pour répondre à ta question par rapport aux formations, je dirais que là, c'est simple, hein. Il faut que les formations s'adaptent aux nouveaux besoins. Et je l'ai dit devant des représentants du ministère, devant Valérie Baduel qui était encore récemment à la DGER. On a une vraie chance. L'enseignement agricole nous donne des libertés d'adaptation que n'a pas le reste de l'enseignement en France. Les lois Rocard de 84 sont des choses vraiment à préserver, qui nous permettent d'anticiper, qui nous permettent de voir ces éléments-là. Et chaque école a la liberté. Nous, on l'utilise, on en use, on en abuse peut-être autant qu'on le peut pour essayer de s'adapter à ses besoins et d'avoir toute l'agilité. Pour moi, c'est pas le diplôme qui compte. Le diplôme, c'est bien pour un moment, pour sanctionner quelque chose, un point d'étape. Les jeunes conformes, faut d'abord qu'on les apprenne à apprendre. C'est pas de les gaver de savoir. C'est pas au moment où on veut plus gaver les canards et les oies qu'on va continuer à gaver les gens. Et donc il faut apprendre à apprendre. Nous on a équipé tous nos apprenants de tablettes. C'est pas pour faire bien. C'est parce que c'est un outil assez intéressant pour aller vers l'école inversée. De plus en plus, ils vont, au lieu d'apprendre, d'ingurgiter pendant les heures de cours des éléments et puis après d'avoir des devoirs à faire le soir, c'est le contraire. Les enseignants leur donnent de la méthode pour aller chercher. Ils vont chercher
on réussit quand même avec YouTube à intéresser des bacs pro en agriculture à la philo. Donc il y a un truc qui doit marcher quand même pour que ça fonctionne comme ça. Donc donner cette ouverture d'esprit. Je pense que quelqu'un qui a la méthode, qui a l'ouverture d'esprit, la capacité après d'avoir des méthodes nouvelles, de pouvoir piloter des robots et tout ça, ça viendra parce qu'il aura la méthode. Quelqu'un qui n'aura pas acquis cette méthode, il y a d'autres moyens, parce qu'on peut parler là encore de la formation continue, par exemple. Je crois pas, d'ailleurs, que dans l'avenir, les choses seront... Là aussi, il y aura des cloisonnements. Il y a déjà des cloisonnements de formation initiale, de formation par apprentissage, de formation continue. Ça se mélange de plus en plus, et il le faut, parce que c'est aussi des mélanges d'expériences qui font progresser l'ensemble. Donc je pense que c'est vers là, enfin nous, c'est vers là qu'on essaye d'aller toujours. Jean-Marie, sur ces compétences requises aujourd'hui, du fait des différents modèles, parce qu'on ne peut plus parler d'agriculture, on parle des agricultures, oui, et des différents modèles d'entreprise. Oui, j'avais juste envie de porter 2-3 points de précision. Vas-y. C'est l'intervention d'Hervé. C'est vrai que l'enseignement agricole, c'est une chance. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et on le voit bien. Aujourd'hui, c'est un peu un modèle qui est mis même en exergue par l'Éducation nationale dans le cadre de la réforme de l'enseignement professionnel. On voit bien que le système de gouvernance, l'adaptation des filières, des choses qui ont été faites depuis un certain temps d'ailleurs, qui continuent à se faire, d'adaptation en continu, le lien avec la profession qui permet d'avoir des certifications adaptées. Bon, certes, on peut toujours critiquer telle ou telle formation, mais enfin, globalement, le système, effectivement, fonctionne bien, y compris dans sa dimension, j'allais dire, formation tout au long de la vie, puisque, effectivement, tous les établissements, bien sûr, dans les établissements publics, mais aussi, effectivement, dans le privé, on voit bien cette articulation qu'il y a entre formation initiale, apprentissage, c'est nouveau, c'est à la fois ancien et en plein développement dans un certain nombre de domaines, et puis, effectivement, la formation continue. Donc ça, je crois que c'est une réelle chance pour l'enseignement agricole. Deuxième remarque, juste sur le sujet de compétences et de sous-traitance, juste pour revenir sur ce point-là. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres domaines, la sous-traitance ou le recours à des tiers se fait dans de bonnes conditions pour les salariés. Je pense que c'est un point important parce qu'effectivement, souvent, on a dans ces entreprises ou groupements des possibilités d'acquérir des compétences précises que chaque exploitant ne peut peut-être pas acquérir. Donc il faut partager effectivement ces compétences, que ce soit effectivement dans un CETA ou que ce soit effectivement dans des modalités entrepreneuriales autres, c'est important. Et ça offre surtout des perspectives d'évolution et de parcours professionnel qui sont reconnues, qui existent aussi dans les exploitations, mais qui sont peut-être plus faciles à mettre en œuvre dans des structures un petit peu plus importantes. Puis dernier point, sur les sujets des compétences, oui, je reviens sur ce que je disais, j'ai rencontré plein d'exploitants qui ont vraiment des gros problèmes de recrutement. Et c'est nouveau. Parce que là, bon, il y a la polyculture, élevage, les grandes cultures, l'élevage, le nombre de salariés est plus restreint, on n'hésite pas à payer le porcher, le vacher très compétent sur le marché, effectivement, et je souscris tout à fait à ce que vous avez dit, c'est-à-dire le niveau de rémunération sur des métiers très ciblés, compétents, je pense qu'ils suivent bien naturellement, mais le gros problème, si on va dans l'arboriculture, dans la viticulture, où il y a beaucoup de saisonniers, là, il y a de réels problèmes le maraîchage aussi, de réels problèmes d'accès à la main-d'œuvre. C'est catastrophique. C'est catastrophique parce qu'effectivement, moi j'ai rencontré des exploitants qui laissaient dans les champs, bien évidemment, parce qu'ils n'avaient pas la main-d'œuvre. Et puis ensuite, bien sûr, l'industrie de transformation qui vient derrière. Donc c'est un casse-tête, des fois, pour les exploitants. Et le recours à la main-d'œuvre étrangère, qui a bien marché durant longtemps, ça devient de plus en plus compliqué aussi, parce que les viviers de main-d'œuvre étrangère, je parle du travail saisonnier, bien évidemment, se restreignent. La main-d'œuvre polonaise reste en Pologne ou va en Allemagne, mais on voit bien dans certains endroits, je pense à l'ouest de la France, il y avait pas mal de main-d'œuvre polonaise qui était présente, elle ne vient pas jusque-là. La main-d'œuvre espagnole, portugaise, elle ne vient plus jusqu'au sud, jusqu'au sud-est. Donc on va bien sûr chercher de la main-d'œuvre plus loin, maghrébine, mais même la main-d'œuvre maghrébine devient difficile pour d'autres raisons, d'introduction de main-d'œuvre étrangère, c'est plus contrôlé. Et puis la main-d'œuvre maghrébine d'aujourd'hui, c'est les mêmes que chez nous. Hein. Je veux dire, il y en a qui arrivent, ils partent, ils démissionnent le lendemain. Il y a les mêmes phénomènes que ce qu'on observe en France. Donc on est obligé d'aller chercher de la main-d'œuvre plus loin,
que ce soit en Amérique du Sud, c'est assez fréquent, ou que ce soit même en Asie, dans les Philippines, etc. Donc c'est des phénomènes qu'on commence à voir, avec les problèmes que ça pose pour les exploitants, parce que le sujet de management de ces équipes est quand même extrêmement important. Les conditions effectivement d'accueil, on voit bien les sujets qu'il y a eu sur les entreprises de détachement, qui diminuent d'ailleurs, hein, mais il y a eu de gros problèmes. Donc ce sujet effectivement d'accès à la main-d'œuvre pour certaines cultures, pour certaines productions est capital. Et je pense qu'il faut y penser de manière globale. Alors la mécanisation, l'automatisation peut apporter des réponses. Je pense à la viticulture notamment. C'est un petit peu plus compliqué en arbo, mais ça arrive aussi. Hein. Il y a des robots qui arrivent. Je pense que dans les 10 ans, on ne substituera pas toute la main-d'œuvre par des robots. Mais quand même, c'est un mouvement effectivement important. Donc voilà, j'allais dire, c'est un souci permanent. Et donc l'idée de dire qu'il faut que l'exploitant soit un manager, se penche sur ces questions, oui. Mais il n'y arrivera pas tout seul, parce qu'effectivement, ne serait-ce que le temps nécessaire pour sourcer des candidats, pour la main-d'œuvre saisonnière, bien évidemment, pour le reste aussi d'ailleurs, ça prend du temps, ça suppose d'être en relation avec le service public de l'emploi, Pôle emploi ou d'autres structures qui peuvent exister au plan local. Il y a des ADEFA qui existent, qui font d'ailleurs dans certains endroits un excellent travail de proximité, des groupements d'employeurs qui sont outillés lorsqu'il y a des groupements d'employeurs départementaux qui ont des compétences un peu RH pour intervenir là-dessus. Donc il y a aussi, ça pose aussi la question de l'organisation un peu collective sur ces sujets qui montent en puissance et qui vont aller en se renforçant dans les années qui viennent. Alors, nous sommes, le temps nous presse aussi, dans la dernière partie, effectivement, de cette table ronde pour laquelle je voudrais recueillir vos recommandations en ce qui concerne les compétences qui sont aujourd'hui nécessaires dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue. Alors, je vais demander d'abord à Muriel de nous indiquer sur les parties visibles et non visibles des résultats du recensement agricole, quelles sont les recommandations qu'on peut faire au niveau du ministère de l'Agriculture et les sujets sur lesquels actuellement vous travaillez collectivement. Alors, sur les compétences, les questions ne sont pas posées au recensement agricole. Il n'y a aucune question de poser sur les compétences des exploitants en tant que tels pour essayer de les repérer. Il faudra le faire. Il faudrait le faire. Alors, il y a des enquêtes qui existent quand même sur les compétences des adultes qui sont notamment gérées par l'OCDE. Et ils sont en train, puisqu'en fait, depuis 2-3 ans, ils travaillent sur la question du capital humain à l'OCDE de façon en agriculture. Donc c'est quand même un sujet dont ils se sont saisis, puisque c'est un sujet qui est commun à tous les pays de l'OCDE, effectivement, avec des différences selon les pays, mais quand même des tendances lourdes sur tous les pays industriels, enfin en tout cas développés et fortement développés. La main-d'œuvre et le capital humain ne va pas beaucoup en agriculture et préfèrent vraiment d'autres secteurs. Donc on a vraiment ce sujet-là d'attractivité du secteur agricole. Et alors ils ont fait le constat qu'on avait des difficultés, effectivement, aux deux bouts de la chaîne. À la fois sur les travailleurs les moins qualifiés, on va dire. Donc on a un besoin important de travailleurs non qualifiés pour du travail, effectivement, pour lequel la question du remplacement par des robots ou autres n'est pas forcément pertinente, ou trop coûteuse, en fait. Et puis on a, à l'autre bout, les chefs d'exploitation, effectivement, ou les compétences, qui sont évaluées comme étant les plus manquantes, ce qui est différent par rapport aux autres secteurs économiques. Ce sont essentiellement les compétences opérationnelles et de gestion qui sont en déficit important, et les compétences en gestion des ressources humaines. Donc on voit bien en management, donc de manière générale, qui ont été identifiés et qui sont... alors c'est un travail qui sera publié courant 2023 par l'OCDE, et je trouve qu'il mérite effectivement de s'y pencher, et pour eux, ils amorcent une réelle réflexion, et ils prévoient effectivement de faire des préconisations sur les politiques publiques en matière de formation du capital humain en agriculture. Et alors, donc, quelles évolutions des politiques publiques aussi dans ce cas-là? Sur ce sujet, Jean-Marie,
enfin, disons, la formation, initiale et la formation continue jouent un rôle majeur. Oui. Je pense notamment en ce qui concerne cette mobilité des salariés qui travaillent dans des entreprises, disons, de l'écosystème agricole. Oui, bien sûr. La question du management, on l'a vu dans plusieurs missions d'ailleurs du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, bien sûr c'est important. Donc on peut avoir une tendance assez naturelle qui est de dire dans tout ce qui est formation agricole, qui de près ou de loin touche à la production, on va injecter un module management. Alors c'est sans doute qu'il faut des bases, sans doute qu'il faut en mettre un petit peu. Il y en a déjà d'ailleurs un petit peu, mais sans doute qu'il faut renforcer. Mais c'est surtout, je pense, ce sujet effectivement de management des compétences RH, il est plutôt à voir dans le cadre d'un parcours. Tout au long de la vie. On n'a pas forcément besoin au début, lorsque on sort de l'enseignement agricole ou même de formation plus générale. Mais ensuite, effectivement, il faut avoir l'occasion de développer un minimum de compétences et puis de connaître un peu les acteurs qui peuvent aider à trouver effectivement les compétences. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, effectivement, sur la formation. On l'a vu dans les statistiques globales, dans ceux qui s'installent. Il y en a la moitié, j'ai peur de dire une bêtise, qui n'a pas de formation agricole. C'est ça, au départ? Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, je ne parle pas du stock, mais effectivement aujourd'hui, enfin, il y a une grosse partie qui effectivement n'a pas de formation agricole. Ce qui suppose aussi parce que tous les parcours préparatoires à l'installation, je pense à ça, ont été effectivement construits il y a plusieurs années dans un monde qui était effectivement la reprise de l'exploitation par des enfants d'agriculteurs ou des enfants de la famille, etc. Donc ça interroge effectivement sur la manière de construire un peu ces parcours préparatoires à l'installation, y compris d'accueillir d'ailleurs peut-être des personnes qui ont des projets mais qui ne viennent pas du milieu agricole. Et est-ce qu'on a tout l'accompagnement nécessaire? Est-ce qu'on sait effectivement les soutenir, les appuyer? Il y a des choses qui existent. Il y a un certain nombre dans les établissements d'enseignement, notamment, on sait accompagner dans des tests. Je pense que toute la partie accompagnement, j'allais dire un peu repreneur ou créateur d'entreprise, qui a d'ailleurs aussi par ailleurs, on sait effectivement les accompagner. Je pense qu'il faut le renforcer, y compris pour justement des personnes qui viennent de l'extérieur du monde agricole et qui ont effectivement, je suis tout à fait d'accord, un projet. Et puis ensuite, il y a le volet de formation tout au long de la vie. Mais là, je crois qu'il y a des outils qui existent. Il y a un certain nombre de choses. Mais ça va devenir effectivement de plus en plus important. Donc, continuité, effectivement. Et puis, appui extérieur lorsque c'est nécessaire. Il y a des structures qui existent. Il faut sans doute... La fonction RH, je reviens là-dessus, elle devient capitale. Lorsque vous avez Alors, dans le monde agricole, il y a des exploitants qui disent c'est un casse-tête, moi je passe 30% de mon temps, dans ceux qui ont beaucoup de main-d'œuvre saisonnière, à aller chercher des compétences. Et puis, effectivement, s'il faut de la compétence rapidement, s'il faut des personnels rapidement pour ramasser des fruits, des légumes, etc., si on ne les trouve pas, c'est vraiment catastrophique. Donc, effectivement, ça stresse. Donc il faut organiser tout ça. Je pense que... voilà, enfin, on est en train de travailler sur une mission récente du Conseil général, mais la question de l'organisation un peu de cet appui, parce qu'un exploitant tout seul, il ne va pas aller voir Pôle emploi pour trouver une ressource. Il faut y aller. Beaucoup de besoins, sauf s'il s'agit de compétences spécialisées, etc. Mais quand des besoins de main-d'œuvre importants au moment des saisons qui se répètent tous les ans, et d'ailleurs ça marche à certains endroits où les exploitants sont organisés, anticipent leurs besoins, et puis il y a constitution d'un vivier qui est mobilisable au bon moment. Donc il s'agit aussi d'anticiper ces besoins de façon à pouvoir les mobiliser relativement facilement. Mais tout ça, ça demande un peu d'ingénierie. C'est pas chaque exploitant, c'est ensemble, éventuellement avec un groupement, éventuellement avec la DEFA, éventuellement avec un service de la Chambre, peu importe. Je veux dire, localement, s'il y a des compétences, il faut savoir effectivement les mobiliser. Mais pour moi, c'est un sujet essentiel, au même titre que les sujets techniques, d'ailleurs, qu'on a évoqués, parce qu'il y a l'appui technique, mais les sujets, effectivement, d'accès à ces compétences deviennent capitaux. Hervé voulait intervenir. Je pense qu'il a quand même un dada, c'est la numérisation et la digitalisation au niveau des exploitations. Donc alors, il y a celle-là, mais c'est pas là-dessus que je voulais intervenir. C'est en complément de ce que vient de dire Jean-Marie. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se mutualiser. Il y a des choses qui peuvent parce qu'une exploitation agricole restera de toute façon une TPE.
Même si c'est une exploitation qui grandit, ça reste une très petite entreprise la plupart du temps en termes de gestion de l'emploi. Là, je vous donne l'expérience qu'on a en Vendée au niveau de la FDSEA. On a pensé depuis nombre d'années la FDSEA de la Vendée comme une PME de service aux agriculteurs, au-delà de la défense syndicale qu'on continue évidemment à faire, et notamment sur cette partie emploi. De ce qu'était le service de remplacement, on en a fait un service auprès des agriculteurs pour les accompagner dans l'emploi, y compris pour certains postes, pour ceux qu'on a besoin, pour classer les factures, pour accompagner sur des tâches un peu plus fastidieuses sur la comptabilité. C'est pas plus du rôle de l'agriculteur, il peut le déléguer cette partie-là, et de déléguer un salarié qu'on peut partager là-dessus. Donc toute cette RH peut se raisonner de façon mutualisée à plusieurs. Et je pense que dans nombre de cas, il faut aller là-dessus. Alors le numérique, oui, je peux en dire un mot dans tout ça. Évidemment que ça va apporter, et ça apporte déjà beaucoup de choses. Il y a 2-3 points de veille là-dessus. Il faut que le chef d'exploitation, le chef d'entreprise reste envers et contre tout maître de ses décisions. Derrière un ordinateur, il y a toujours des hommes. Si lui ne maîtrise pas l'outil qu'il a, d'autres le maîtrisent pour lui. Ça peut être sa COP, ça peut être quelqu'un de l'amont encore plus loin, ça peut être un marchand de tracteur, hein, pareil. Ça, je pense qu'il faut l'éviter. Quand j'étais au Conseil national du numérique, j'avais produit une note qu'on a co-signée à pas mal de monde après. Là-dessus, il faut qu'on évite demain, parce que le risque n'est pas neutre, de faire des agriculteurs des travailleurs de plateforme comme les chauffeurs Uber. Si on ne fait pas attention à un certain nombre de choses, ça pourrait venir assez naturellement, ce genre de choses. Donc le numérique, oui, mais à condition qu'on le maîtrise. Et là, il y a un énorme travail à faire. Si l'utilisation du numérique est plutôt pas mal fait par les agriculteurs, s'accaparer véritablement ce que sont les outils, de savoir comment ils sont faits, là, il y a énormément de travail. On l'a évoqué dans d'autres tables rondes comme celle-là, notamment au niveau de Vivea. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le déclic pour emmener les agriculteurs vers ça. Ils n'en ont pas encore saisi le besoin, et puis ils n'ont pas non plus saisi les risques qui pourrait y avoir. Ils voient des risques, à mon avis, c'est pas les bons, mais ceux desquels il faut véritablement se protéger, je pense qu'on peut le dire comme ça. Faudrait pas attendre que le mal soit venu pour s'en rendre compte, quoi. Donc véritablement, vraiment s'emparer des outils. Après, je pense que je vois dans les startups qui travaillent sur les différents domaines à la ferme digitale, on travaille là-dessus. Il y a du digital évidemment comme ça, mais de moins en moins, de plus en plus, on voit des choses qui avancent vers les biotech. Et le numérique va là-dessus. Mais c'est un autre sujet, c'est pas celui qui nous préoccupe aujourd'hui. Avec une expérience complètement différente de formation initiale, numérisation, robotisation, automation, introduite, et nouvelles technologies, ces compétences sont requises aujourd'hui. Comment tu les vois dans la formation? Comment les insérer dans la formation, notamment pour ne pas être un acteur passif, mais un acteur du numérique? Je pense qu'il faut continuer à développer la curiosité et recruter aussi des gens qui sont curieux. Comme vous l'avez dit, de toute façon, la formation, elle se fait en continu. Et je pense que ce qui nous arrive dans les entreprises, c'est que le coût du matériel est de plus en plus important, qu'il faut qu'on soit aussi compétitif qu'une entreprise pour laquelle on pourrait sous-traiter, pour continuer à avoir son matériel chez soi. Et derrière, il faut qu'on arrive à baisser la pénibilité. Alors vous dites, faut encore continuer à ramasser à la main et tout ça. Bon, moi, à un moment donné, j'arrivais plus à trouver de main d'œuvre. Je faisais de la citrouille, on ramassait tout à la main. Donc à peu près 55 tonnes à l'hectare sur 10. Donc à un moment donné, on a saturé. Il fallait de la main d'œuvre du jour au lendemain pour fournir un industriel. Et on n'a plus été capable, à un moment donné, on s'est dit, soit on continue ou soit on innove. Et donc, on a regardé sur Internet, on a vu que les Américains, ils ont fait 10 000 hectares dans l'Illinois et que tout était industrialisé. On a vu ce qui se passait aussi en Autriche. Et de là, on a dit, avec le salarié, on s'est mis à s'adapter et à trouver le matériel qui allait bien. On a changé et modifié des matériels qui existaient en France. Et de là, on a été capable au lieu d'être à 5 pour récolter de la citrouille, pour mettre 4 heures pour remplir une benne, on l'a fait en une demi-heure avec du matériel qu'on a trouvé en France. Et on est arrivé avec l'industriel, on a construit la solution. Et avec l'industriel, on est arrivé et on a dit, maintenant, on vous met la machine.
à disposition, et on a fait la démonstration qu'en 5 minutes, on était capable déjà de charger 2 ou 3 tonnes. Donc quand il a vu le progrès, il a dit bah, c'est bon, on va adopter la chose. Mais on a mis 4 à 5 ans pour construire la solution. Et ça s'est construit avec le salarié qui a été moteur aussi pour travailler et trouver la solution. Donc on est aujourd'hui dans cette phase-là où on est sans cesse à la recherche de nouvelles solutions. Après, j'ai mis en place BIAPI pour la numérisation de mon exploitation, ce qui m'a permis d'affronter la crise de l'engrais pour lequel on a eu une augmentation de charge de plus de 200%, et qui a fait que derrière, on s'y est retrouvé plus facilement. Et le salarié est maintenant à même de pouvoir utiliser les outils numériques, puisque je l'ai formé, et que derrière, il sera à même de pouvoir construire la solution et de réfléchir par rapport à ce que, entre lui proposer une carte et voir ce qui se passe dans le champ, il ne reste pas passif dans cette utilisation. Donc la montée en gamme, elle se fait. Et puis derrière, il voit des vidéos sur Internet, il me les propose, et puis derrière, on regarde ce qu'on peut faire. Et au fur et à mesure, aussi, il va en formation, et derrière, on progresse tous les deux, quoi. C'est ça qui fait que demain, on est plus à même d'affronter les crises et puis de partager en fait ce qui se passe, quoi. Cette expérience illustre parfaitement, effectivement, les conditions d'hybridation des connaissances et puis aussi le fort besoin d'innovation pour pouvoir effectivement trouver des solutions. Il est peut-être maintenant temps de vous donner la possibilité de poser des questions dans la salle ou à distance. Et je vais demander à Gabrielle peut-être d'être notre interlocutrice pour poser les questions qui nous sont arrivées de ceux qui sont à distance. À moins qu'il y ait déjà dans la salle des questions. Un micro ? J'arrive. Elle arrive. Voilà. Merci. Philippe Faucon, donc producteur laitier Sud-Manche et puis administrateur Agridé, et aussi responsable employeur. Il y a un point que je souhaiterais évoquer avec vous. Je partage globalement tout ce qui a été dit. Par contre, il y a un point que vous n'avez pas abordé en matière de recrutement et sur lequel les jeunes nous questionnent de plus en plus. C'est la question du sens du métier. Et alors on parle des compétences de nos besoins, mais je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet. On ne se pose jamais la question de l'attractivité du métier. Vous l'avez évoqué, on en parle souvent. De l'attractivité de notre entreprise, parce qu'on est sur un marché. Et clairement, enfin moi, les jeunes que je croise aujourd'hui me disent « je viens chez toi pour telle ou telle raison, je ne veux pas aller chez un tel parce que… » Alors, il y a des questions de taille d'exploitation, de modèle d'exploitation, mais c'est de plus en plus fréquent aussi. Et c'est une dimension, je pense qu'il va falloir qu'on l'intègre fortement maintenant. Enfin, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Alors, c'est marrant parce que je l'avais noté sur les petites notes que j'ai prises tout à l'heure, de parler de la marque employeur. Et je ne l'ai pas fait, parce qu'en fait, c'est ça. Et au moment où toutes les entreprises en parlent et en s'en concentrent de plus en plus, mais attention, quand on parle de marque employeur, il ne faudra pas tromper notre clientèle. Et il faut véritablement que ça repose sur du fond, ce qui est le fond de l'entreprise. Et si on y va là-dessus, mais oui, il faut qu'on le… Et là, c'est un bel exemple de ce que tu disais, Bernard, que des entreprises agricoles, des entreprises comme les autres, évidemment, parce qu'au moment où tout le monde en parle, il faut aussi qu'on ait cette notion de marque employeur. Par contre, là-dessus, il faut qu'on adopte le langage commun aux entreprises. Ce qu'on ne sait pas trop faire encore jusque-là, je pense qu'il faut qu'on y arrive, parce qu'autrement, on peut parler de choses sans s'entendre. Non, mais oui, je partage tout à fait. Moi, l'exemple, il y a les valeurs, effectivement, qui sont celles, effectivement, de l'agriculture, qu'il s'agit de partager, mais il faut qu'il y ait une assise, effectivement, donc, concrète derrière. Moi, l'exemple que je prends souvent, bon, les conditions d'emploi, les conditions de travail dans le milieu agricole, si je prends, par exemple, le tractoriste, celui qui intervient, effectivement, dans les champs, si je le compare à un ouvrier du DTP, l'ouvrier des TP, qui conduit des engins, certes, peut-être plus lourds, plus importants, il est au bord de la route toute la journée, il répète le même travail toute la journée, tous les jours de l'année, dans la poussière, au milieu, effectivement, de la circulation. On prend un tractoriste, il a une certaine autonomie, si on le considère, et effectivement, des conditions qui n'ont rien à voir. Sauf qu'effectivement, il y a cette tendance à aller
de l'agriculture vers effectivement les TP dans certains endroits. Voilà, et il y a des efforts effectivement d'explication. Ça doit s'appuyer sur une évolution des conditions d'emploi, des sujets aussi qualité de vie, enfin vie pro, vie perso, où il y a souvent des choses facilement faisables dans le milieu agricole sur des exploitations qu'on ne retrouve pas dans des équipes importantes parce qu'effectivement le travail est beaucoup plus encadré, donc il y a des souplesses possibles. La relation aussi avec les salariés qu'a évoqué effectivement Hervé, la considération des salariés, l'implication des salariés en coproduction, etc., est également un élément important. Donc je crois que les jeunes générations l'ont bien intégré. Donc voilà, je pense que c'est des sujets capitaux pour la suite. Charlotte, donner du sens au moment du recrutement Oui, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut être attractif, susciter l'envie de venir dans son exploitation. Donc après, c'est aussi communiquer. Moi, je communique un peu via Facebook, mais plutôt vers Twitter. Et puis après, vous avez votre réputation qui vous suit. Les gens, ils viennent même aujourd'hui, ils viennent pas parce que vous avez passé une annonce. Ils viennent parce que derrière, ils se sont renseignés tout autour et ils connaissent votre employabilité vis-à-vis de la personne que vous allez recruter. C'est-à-dire si vous payez les heures supplémentaires, si derrière vous avez de l'intéressement, si vous mettez des primes, si vous avez le 13e mois, et puis si les conventions collectives elles suivent, et si vous avez aussi le respect de la personne que vous employez. Voilà. Puis après, il y a aussi, comme on a vu tout à l'heure, le fait de pouvoir dégager du temps pour se former au sein de l'entreprise et d'acquérir des compétences. Et puis aujourd'hui, ils sont assez demandeurs sur l'autonomie et le fait d'être dans un cadre 35 heures, pas dépasser, avoir très peu de week-ends employés. Voilà, ça j'y veille parce que auparavant j'aimais bien aussi avoir mon week-end, quoi. Donc je suis conscient du fait de pas dépasser un certain nombre d'heures et passer un certain cap. À un moment donné, il faut dire aussi stop, vous avez bien bossé, et puis récompenser aussi l'effort fourni. Donc il faut miser sur l'attractivité et le sens, effectivement, qu'on donne au travail. Gabriel, une autre question à distance ? On a des questions en ligne. Une question de Thierry Mérette, agriculteur et administrateur d'Agridé. Le travail délégué via les CUMA intégrales ou les ETA a-t-il été mesuré ainsi que son évolution ? Peut-être pour Muriel Mahé. Muriel. Oui, effectivement, il est mesuré, mais à ce stade, on n'a pas encore exploité tous les volets du RA, enfin du recensement agricole, de l'agriculture. Et donc, il y a énormément. C'est en fait, c'est une enquête monstre, j'allais dire. Effectivement, vous le voyez quand on vous pose des questions. Mais derrière, en termes d'exploitation, c'est très très lourd. Et donc, on n'en est encore qu'au début de l'exploitation de toutes les richesses. Mais il y a des questions effectivement qui sont posées sur, pas seulement avez-vous fait appel à, mais pourquoi ? Donc, quel type d'entreprise ? Est-ce que vous êtes membre d'une CUMA ? Est-ce que vous êtes... Il y a un certain nombre d'informations qui seront intéressantes à exploiter. Gabriel ? Oui, on a une remarque de Frédéric Hénin, journaliste. Vous n'avez pas évoqué les réfugiés afghans et syriens pour attirer les compétences. En offrant des contrats, ils auront des cartes de séjour. Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais si vous avez des commentaires. Commentaires sur... Bon, il y a déjà beaucoup de réfugiés qui sont embauchés sur les exploitations, dans les groupements. Oui, souvent, bien sûr, c'est une possibilité. Bon, ce n'est pas la solution à tout. Le problème, c'est que les réfugiés, ils sont en ville. Ils ne sont pas dans la campagne. Enfin bon, il y en a, mais c'est plus rare. Et donc, sur cette question-là, que ce soit pour les réfugiés, que ce soit pour la main-d'œuvre étrangère, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais il y a tout le sujet, la question de la mobilité par rapport au lieu où ils habitent, où ils ont un logement, et puis la question même de l'accès au logement, et des fois l'accès au logement dans des zones, enfin dans des périodes assez concentrées, où il y a de la concurrence entre effectivement le logement saisonnier de la restauration, par exemple, dans les zones touristiques, et puis effectivement le logement saisonnier pour les saisonniers donc agricoles. C'est très net.
Surtout qu'on a un avancement aujourd'hui des saisons de récolte. Je pense à la viticulture dans le sud, sud-est. Et effectivement, on se retrouve à chevaucher des périodes touristiques où il y a vraiment de la concurrence sur l'accès effectivement au logement. Donc ça aussi, c'est une question, je pense, extrêmement importante par la main-d'œuvre étrangère. C'est de régler un peu ces questions de logement. Et c'est pas si facile que ça. Donc il faut trouver des solutions un peu adaptées, souples, qui permettent effectivement de les accueillir dans de bonnes conditions. Mais les réfugiés, oui, c'est une partie de la solution, bien évidemment. Voilà, mais donc là aussi, il y a un effort à faire d'accueil, d'adaptation, parce qu'ils ne sont pas tous issus du milieu agricole, où des fois, l'agriculture des pays, notamment africains, est assez éloignée des conditions d'exploitation qu'on trouve en France. En un mot, Hervé et Charlotte, sur ce point des réfugiés ou des personnes qui viennent de loin. Juste un mot, c'est sur une autre catégorie de personnes qui viennent de loin. On a aux Établières, depuis 7 ans maintenant, une activité un peu parallèle qui est d'accueil de mineurs non accompagnés. Et alors, ils ne sont pas tous formés chez nous, mais ils sont accueillis là. Et les valeurs du monde rural et les valeurs de l'agriculture, je pense, dans bien des cas, correspondent assez pour les accueillir, les former. Alors évidemment, pas pour en faire de la main-d'œuvre tout de suite, mais voilà, c'est aussi une autre expérience qu'on a vis-à-vis de ça. Charlotte, expérience en termes de recrutement de personnes venant de loin? Sans venir de loin, mais aujourd'hui, on a beaucoup de main-d'œuvre disponible qu'on n'arrive pas à tirer dans nos entreprises. On développe des passerelles entre le RSA et puis le conseil départemental pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre saisonnière et employable. Après, moi, la grosse difficulté, c'est de faire venir la main-d'œuvre qui habite le plus souvent en ville à la campagne. Et donc après, on développe avec les villes, comme Saint-Quentin, ils proposent de transporter la personne pour qu'elle vienne chez nous, ou la possibilité de mettre à disposition lors d'un premier emploi une voiture. Mais après, on a des facilités lors d'emploi de main-d'œuvre étrangère avec la préfecture d'avoir une relation assez proche pour pouvoir faciliter les permis de travail. Et ce qu'on arrive à obtenir quand on emploie, notamment pour la Chambre d'agriculture ou le syndicat, on arrive à avoir des passerelles, même aussi pour des salariés qu'on emploie aujourd'hui dans des exploitations agricoles pour lesquelles il y a l'homme ou la femme qui travaille dans le département. Voilà. Merci. Je crois que nous arrivons au terme de la séquence horaire qui nous est impartie, parce que nous sommes en direct aussi. Donc je voudrais remercier Charlotte, Jean-Marie, Hervé et Muriel pour leur contribution. Vous pouvez les applaudir. Et je vais passer la parole à Yves Le Morvan, qui va poursuivre avec la deuxième séquence de cette conférence.